invitée ce soir à 18h17. Elle va nous éclairer sur la face cachée de notre société du tout numérique. Et c'est assez effrayant, on doit le dire. Bonsoir Inès Leonarduzzi. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous êtes la fondatrice de l'ONG Digital for the Planet qui ambitionne de rendre le numérique écolo, on peut dire ça comme ça ? On peut le dire comme ça, en tout cas plus responsable. Et vous publiez un essai absolument passionnant sur la question. Ça s'appelle « Réparer le futur du numérique à l'écologie ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors ce livre, c'est une mine d'informations sur l'impact sur la planète du tout numérique que représentent aujourd'hui nos smartphones, notre consommation, nos data centers, on va en parler. Ça représente tout ça 10% de la consommation électrique mondiale. Vous dites par exemple sur les data centers, je voudrais qu'on commence par ça parce que c'est assez saisissant, c'est un exemple assez fort, ces grands centres de stockage des données pourraient devenir plus énergivores que l'humanité tout entière. C'est vrai ça ? Écoutez, en tout cas ce sont les prévisions. Aujourd'hui, on a besoin de centres de stockage de données pour héberger toutes nos requêtes, toutes nos données. On en produit à foison et c'est complètement indécent d'essayer juste de les chiffrer. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord la manière dont on produit de la donnée, oui. Et ensuite avoir conscience que tout ça est une industrie très réelle, très métallurgique et qu'en fait les centres de stockage de données, les data centers, oui. ne sont rien d'autre que les usines du 21e siècle. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une petite recherche, là comme ça, l'air de rien, sur un moteur de recherche, Google ou les autres, ça produit de la donnée et ça utilise des data centers. Exactement. En fait, on va chercher une information qui sont stockées dans des serveurs, donc oui. Logées dans des data centers. Ça demande de l'énergie, en général fossile, et aussi de l'eau, énormément d'eau, pour climatiser ces grandes machines. C'est comme un ordinateur qui chauffe, il faut le climatiser. Eh bien, c'est pareil, mais démultiplié en termes d'impact. Les chiffres que vous donnez sont absolument effrayants. Le secteur du numérique est responsable, dites-vous, de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui représente 1,5 fois plus que l'aviation civile, et vous racontez comment tout ça représente, vous venez de l'évoquer, un énorme gâchis en termes de consommation d'eau. Par exemple, pour les 800 data centers, dites-vous, qui sont situés en Californie, c'est l'équivalent de 158 000 piscines olympiques par an. C'est d'autant plus déplorable que la prochaine crise sera celle de l'eau, qu'aujourd'hui 2,1 milliards d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, que 700 enfants meurent de diarrhée par manque d'eau salubre par jour dans le monde. Donc oui, il faut absolument qu'on regarde de ce côté-là et se rendre compte de nos usages. Alors, vous m'excusez de continuer par les chiffres, mais c'est parce que c'est vraiment votre livre de ce point de vue-là est une mine qui donne plein de chiffres. Et pour que chacun comprenne bien l'impact de sa consommation du numérique au quotidien, je voudrais citer cet exemple. Vous dites, page 53 par exemple, une seule photo postée sur les réseaux sociaux, on en poste tous, des dizaines par jour parfois, consomme 3 à 4 ampoules de 20 watts restées allumées pendant 1 heure. C'est juste. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler que la plus grande partie de la pollution numérique environnementale, parce que j'en identifie 3, c'est la fabrication des appareils. Donc à la limite, une fois que j'ai dit ça, et c'est vrai, il faut en avoir conscience, je préfère une personne qui poste des selfies d'elle tous les jours, c'est un petit peu caricaturé, plutôt qu'une personne qui change d'appareil électronique tous les ans. Oui, mais ce qui est fou dans votre livre, c'est qu'on peut être écolo jusqu'au bout des ongles, tant qu'on continue à consommer de l'Internet et du numérique comme on le fait aujourd'hui, tant qu'on continue à acheter des smartphones et des appareils électroniques comme cela, on pollue plus que si on trie ses poubelles, on pollue plus que si on arrête de prendre l'avion, on pollue plus que si on prend le train plutôt que sa voiture. C'est désespérant. Alors, plus, y a des industries polluantes qui le sont pour l'instant plus que le numérique, mais oui, à l'heure où on numérise absolument tout passe par Internet, c'est une industrie des plus polluantes qu'il faut absolument regarder. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est là où il faut appeler. Donc on a eu la feuille de route environnement et numérique qui a émané de notre gouvernement. Il y a des amendements qui ont été prévus très très faibles, mais qui sont quand même présents dans la loi climat et résilience. Aujourd'hui, il faut continuer ce débat en France, sur l'Europe, mais également dans tous les pays du monde. Alors, il y a le coût environnemental, on l'a évoqué, et puis il y a le coût social aussi de ce tout numérique. 14 milliards de smartphones actifs dans le monde, c'est le double de l'humanité. Il y a 2 fois plus de smartphones en circulation qui sont actifs aujourd'hui dans le monde qu'il y a de personnes à travers la planète. Et ces smartphones, dites-vous, contiennent des métaux rares dont l'extraction détruit des environnements, mais aussi des vies humaines. Vous prenez par exemple l'exemple du coltan, qui est un métal rare, riche en uranium, qu'on a tous dans nos smartphones. En République démocratique du Congo, dites-vous, ce sont des enfants qui creusent dans les mines, car c'est plus facile pour eux de passer dans les puits de 60 cm. On pensait qu'avec les conventions internationales, tout ça c'était fini. Pas du tout.
Alors, il n'y a pas que des enfants, vous avez aussi des femmes et des hommes, mais en effet, les enfants sont une main-d'œuvre peu chère. Ils sont plus dociles sur le plan du management et c'est plus facile de les faire passer dans des mines très étroites. Il y a des centaines, on a du mal à quantifier avec l'ONU le nombre de morts sous les éboulements, parce que ça reste pour l'essentiel des mines artisanales. C'est un sujet très complexe, d'autant plus que pour eux, ça leur permet de payer le Minerval. Oui. C'est une taxe qui permet d'aller à l'école. Oui. Et si vous leur retirez ce job, eh bien, ils en trouvent Donc un autre. c'est insoluble. C'est pas insoluble, mais c'est extrêmement complexe. Oui, c'est l'effet papillon, mais avec un effet absolument dramatique à l'autre bout de la planète. Vous écrivez, page 41, quand une mine s'effondre, on laisse le corps, on déplace le site de quelques mètres, et the show must go on. C'est édifiant. Quand je suis allée en République démocratique du Congo, j'ai été atterrée par ce que j'ai pu voir. J'ai été aussi absolument émerveillée par la solidarité entre les habitants et la volonté des associations locales et de leur travail, de leur envie de sortir les enfants de l'industrie minière. C'est un pays qu'il ne faut pas regarder avec que de la condescendance et de l'effarement. En fait, ils sont juste à la pointe de ce qu'on leur demande de faire. Leurs premiers clients et commanditaires, ce sont les grandes industries technologiques. C'est important ce que vous dites, parce que vous êtes allé sur le terrain. C'est un tour du monde que vous proposez. Alors vous compilez un certain nombre de chiffres, de data, mais vous êtes, vous, allé sur le terrain pour constater. Ça n'est pas un livre que vous avez écrit ici dans votre bureau. Tout à fait. Ça a été, en lançant mon ONG, je n'étais pas du tout une experte du sujet, mais j'ai voulu devenir spécialiste et j'ai voulu surtout comprendre par moi-même ce dont il en retournait. Et donc on va voyager en Bolivie où pareil, pour l'extraction du lithium, vous avez aujourd'hui d'anciennes familles agricultrices qui cultivaient le quinoa, qui élevaient les lamas, aujourd'hui qui sont réduites à aller vivre 15 jours, revenir une semaine et repartir 15 jours dans les mines de lithium dans le salar des Uyuni, par exemple, qui devient une mine à ciel ouvert. Alors qu'avant, c'était un des plus beaux lacs de sel séché. Vous avez et tout ça pour fabriquer nos smartphones. Pardon, parce qu'il nous reste encore quelques minutes et je voudrais qu'on aborde 2-3 points encore de votre livre absolument passionnant, Inès Leonarduzzi. Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on veut consommer toujours plus, on veut toujours plus d'appareils électroniques, on veut toujours plus de réseaux sociaux, d'internet de plus en plus rapide. Et le paradoxe, c'est que vous dites que tout ça génère du stress. Pour nous, citoyens, et pour nous, occidentaux. C'est une pollution intellectuelle. 40% des Français indiquent, par exemple, être malheureux dans leur travail à cause de l'hyperconnexion. Et vous donnez d'ailleurs des conseils tout à fait concrets. Alors, évidemment, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça peut paraître peu de choses. Mais vous dites, organiser peut-être des créneaux horaires pour lire ses mails, avant de faire une recherche Google, faire travailler d'abord sa mémoire. C'est vrai que ça peut paraître rien, mais c'est un petit quelque chose. En fait, c'est important. En fait, tout est lié. C'est ce que j'explique. La pollution numérique est un sujet transversal. J'explique qu'il y a la pollution numérique environnementale, la pollution numérique intellectuelle et sociétale. Pour faire très court, en fait, ce que j'explique, c'est que le numérique désincarné impacte nos capacités cognitives selon la manière dont on l'utilise, notamment l'hyperconnexion dont vous venez de parler est un des sujets. Si nous affaiblissons nos capacités cognitives, alors l'intelligence collective est mise à mal. Et si l'intelligence collective est mise à mal, le projet de société s'effrite. Et si on n'a plus de projet de société, alors pour quelle raison étrange est-ce qu'on voudrait préserver la planète ? Donc en fait, ce que j'explique, c'est que en fait, ça servait à rien juste de faire un rapport sur le plan environnemental très réducteur finalement. Il fallait expliquer qu'en fait les conséquences sont plurielles et qu'en fait elles sont interdépendantes. Oui. Je voudrais vous interroger pour terminer sur une question plus d'actualité. La Convention citoyenne a débouché sur un projet de loi. Beaucoup ont dit trop timide, gadget, ça ne sert à rien. Quel est votre point de vue ? Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on est loin de faire ce qu'on devrait faire vu les urgences climatiques. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est une chance qu'on ait cette convention citoyenne, c'est une chance qu'on ait une mobilisation de la jeunesse et pas que. Aujourd'hui, on a un nombre croissant de 30 ans qui deviennent climato-sceptiques par l'activité des lobbyistes. Il faut continuer à informer, il faut continuer à démocratiser le savoir, organiser des débats constructifs et surtout continuer ce travail interdépendant avec les régulateurs, les citoyens, le Parlement, les entreprises. Moi, je crois beaucoup en ce dialogue-là. Bien. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait, Inès Leonarduzzi ? On jette nos smartphones à la poubelle et on reprend nos bons vieux dictionnaires ? Ça peut être une solution, ça ? Non, parce que le numérique reste un outil fabuleux. Simplement, il faut en initier le futur et c'est tout l'enjeu. Il faut surtout pas dénier cette technologie. Par contre, gardons et prenons soin le plus longtemps possible de nos appareils parce que moins on en produit, mieux la planète se porte. Bien. Merci infiniment d'être venu dans le studio d'Europe Soir. C'est absolument fascinant, ce livre. J'invite tous nos auditeurs et nos auditrices à le découvrir parce qu'il y a plein de choses dedans et c'est aussi résolument optimiste parce que
que vous apportez des solutions et une espèce de perspective pour l'avenir. Ça s'appelle Réparer le futur, du numérique à l'écologie. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous, Julien. Europe 1.